parce qu'en fait, ce non pas des améliorations techniques, on utilise les appareils d'échographie Doppler actuels, mais en revanche, on a appris à communiquer avec les cliniciens, radiologues, chirurgiens qui gèrent les malformations vasculaires. Alors, celle-ci. C'est pas ça, c'est celle-là. Je l'ai, merci. Donc, c'est un travail en collaboration avec la consultation pluridisciplinaire d'Anouk Bisdorf à la Riboisière, qui est la consultation des malformations vasculaires, tout sauf intracrâniennes. C'est surtout, en fait, vous allez voir les membres, le cou et la face. Alors, la classification ISSVA, on s'y intéresse, c'est donc d'un côté les malformations à flux lent, que sont les malformations veineuses, de l'autre les malformations à flux rapide, que sont les malformations artério-veineuses. Ce sont les deux malformations que je vais traiter dans cette présentation. Donc, les malformations veineuses qui sont à flux lent, on en distingue trois types. Les malformations veineuses tronculaires, donc qui concernent les veines profondes et superficielles des membres, ainsi que la veine cave inférieure, les veines iliaques. Les malformations extratronculaires, qui sont en dehors de ces troncs, qui sont formées de groupes de veines, et en dehors des troncs principaux, et les malformations mixtes, qui sont extratronculaires et tronculaires. Tout d'abord, les malformations tronculaires. Quelles sont les informations que nous allons donner avec le Doppler? Nous donnons à l'issue de l'examen ce schéma qui va résumer le réseau, par exemple, ça peut être aussi le membre supérieur, le réseau veineux profond en noir, superficiel en bleu. Vous voyez que la marginale latérale persistante, qui est donc dans le cadre des malformations, est indiquée sur la jambe gauche à l'extérieur de façon conventionnelle, et on a en plus dans ces malformations en noir, donc au niveau profond, les veines glutéales qui peuvent être persistantes ainsi que les veines sciatiques. Donc, on fait une description anatomique de ces troncs, c'est-à-dire on recherche agénésie, hypoplasie, anévrisme, et on les marque sur le schéma. On fait également une analyse hémodynamique de ces troncs. Sont-ils continents, incontinents? Sont-ils suppléants, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont remplacer une agénésie ou une hypoplasie des veines profondes, ou sont-ils non suppléants? Premier exemple, une fillette de 7 ans qui n'a pas d'insuffisance veineuse. Vous voyez, les flèches vont vers le haut, il n'y a pas d'incontinence. En revanche, il s'agit d'une maladie anévrismale qui concerne le territoire poplité ainsi que le territoire grande saphène superficielle. Ici, c'est un risque d'embolie pulmonaire. Ce n'est pas le même patient que ce jeune homme de 18 ans qui présente des varices dans le territoire marginal latéral persistant, sur la face latérale donc, du membre, que vous voyez sur le schéma. Ce réseau est incontinent et sur le schéma, vous voyez que les veines profondes en noir sont de calibre normal et donc on a une simple insuffisance veineuse superficielle par incontinence et il est possible donc de supprimer ces veines superficielles en l'absence d'agénésie des troncs profonds. Un autre exemple, un patient pareil qui a un réseau marginal latéral, mais lors de l'analyse de ces troncs profonds, on observe une agénésie et ou hypoplasie des iliaques, des fémorales, des poplités et des axes de jambes. Donc, en fait, ce réseau marginal latéral persistant qui est superficiel remplace, est suppléant, et on est dans le cadre d'une insuffisance veineuse obstructive, et toutes ces veines superficielles que l'on observe sont à conserver, et le traitement va être la contention. C'est très important d'identifier si ces veines sont suppléantes ou pas, parce que ça conditionne le traitement. Et la demande du patient, elle est justement sur la suppression de ces veines marginales. Le patient que je vous présente ici, sur l'exemple précédent, eh bien, il a eu, vous voyez en pointillé, la grande saphène, il a eu un stripping de la grande saphène et secondairement, il a développé un ulcère veineux, un trouble trophique lié au stripping de la grande saphène. En faisant ce stripping, on a supprimé une voie de suppléance. Comment va-t-on éviter ces complications? Et il faut absolument qu'on identifie les veines superficielles qui sont suppléantes ou non suppléantes. Les veines suppléantes
auront un traitement médical, simplement la contention, alors que si elles sont non suppléantes, on peut les supprimer par phlébectomie, sclérose, etc. En Doppler, avec les tests classiques que sont la compression-relâchement du mollet et les manœuvres de Parana, ne permettent pas d'affirmer si ces veines superficielles sont suppléantes ou non. Vous voyez, vous avez un flux qui est bidirectionnel. On fait donc un test de suppléance sur ces veines. On demande au patient d'osciller d'avant en arrière. Pendant ce temps, on comprime avec la sonde la veine que l'on souhaite supprimer. On contrôle donc avec l'écho si la veine est réellement occluse et on palpe juste en dessous la pression qui règne dans cette veine. Si cette veine en dessous est ferme à la palpation, ça veut dire que la veine est suppléante. En revanche, si elle reste souple à la palpation, si elle devient souple à la palpation, elle sera non suppléante. Par exemple, ici, un homme de 40 ans qui a une agénésie des veines fibulaires et tibiales postérieures. Les grandes et petites saphènes ont été explorées par cette manœuvre de suppléance et on a observé qu'elles étaient suppléantes. On ne doit évidemment pas les supprimer. Ici, c'est un homme de 25 ans qui a une hypoplasie des veines fémorales superficielles qui est en pratique courante chez le sujet normal, dit normal, et fréquente, mais compensée par un tronc profond, poplité fémorale profonde, et qui ne présente aucun problème. Ici, l'hypoplasie des fémorales superficielles, le patient ne possède pas cet axe suppléant profond. En revanche, la crosse de la petite saphène ainsi que la crosse de la grande saphène sont suppléantes. La veine qui est notée par des étoiles, elle, est non suppléante. Et elle nous intéresse parce qu'elle alimente éventuellement un trouble trophique ou une dermite distale. Et dans ces cas-là, on va pouvoir la supprimer et régler le problème du trouble trophique au niveau de la cheville. Maintenant, les malformations veineuses extratronculaires, la classification de Puig-Dubois que l'on utilise. Il y a donc le type 1, c'est juste un amas de veines isolées. Le type 2, c'est aussi un amas de veines isolées, mais non isolées, avec des veines de drainage normales. Type 3, on a cet amas de veines, malformation veineuse extratronculaire, associée à une dilatation des troncs que l'on a habituellement, qui sont anévrismaux. Ça, c'est le type 3, c'est le mixte que je vous ai exposé dans les tronculaires. Et le type 4, c'est ce que je vous ai exposé dans les tronculaires. Un type 3, voilà, vous voyez un jeune qui n'a pas de traces au niveau de son mollet, il n'y a pas de signe clinique en dehors de la douleur à la palpation. Vous avez l'IRM, l'opacification qui montre les veines ectasiques. En échodoppler, vous avez en général pratiquement pas de flux. Le flux que vous voyez là a été provoqué par la compression du mollet et vous avez un flux très lent, vous avez des échelles de vitesse à 7 cm par seconde. Donc, ces malformations veineuses extratronculaires, elles sont, soit c'est une veine unique de très gros calibre, soit elles sont plus petites, soit elles sont multiples, soit elles sont thrombosées, soit il y a aussi des phlébolites calcifiés. Quelles sont les informations que l'on va donner avant une sclérothérapie ou avant une chirurgie dans ce type de malformation extratronculaire? La première chose, on va donner une planche anatomique sur laquelle on note précisément où est la malformation, si elle est entre les muscles, si elle concerne une partie du muscle, si elle concerne les nerfs, si le nerf est infiltré, si au contraire la malformation est autour du nerf. Est-ce que toutes les veines sont occluses? Si toutes les veines sont occluses, l'endovasculaire ne marchera pas. S'il y a une communication entre une malformation extratronculaire et les troncs principaux, là par exemple, on a une énorme veine de drainage qui va se jeter dans la veine poplitée, on sait le risque que l'on prend si on injecte un produit. Ensuite, les nerfs sont au contact ou dans les malformations. Ici, c'est un nerf ulnaire qui est en haut, qui est dans la malformation et qui est infiltré dans la malformation. Vous voyez, il fait 6 mm de diamètre, alors que le nerf contralatéral fait 1,4 mm. Un exemple de marquage préopératoire d'une malformation veineuse de type 1, le cercle noir, c'est la malformation.
Les pointillés entre 1 et 2, c'est le nerf médian qui est dans la malformation. Et entre 1' et 2', on indique que le nerf médian est infiltré aussi par la malformation veineuse. La 5e information que l'on va donner dans ce type de malformation, c'est quand l'exérèse de la malformation va menacer une artère. Par exemple, ici, on a une malformation veineuse étendue dans le long fléchisseur au niveau de la jambe et qui est associée à des veines tibiales postérieures polyanévrismales. On a, lors du geste chirurgical, un risque d'oblitération de la tibiale postérieure. Eh bien, il est important d'évaluer les autres artères que sont la fibulaire et la tibiale antérieure pour vérifier qu'il va y avoir une bonne compensation. C'est un test d'haleine échographique Doppler. Alors, c'est un petit peu parfois compliqué entre le diagnostic différentiel entre malformation veineuse et malformation artério-veineuse, parce qu'il peut y avoir dans une malformation veineuse des shunts artério-veineux liés aux séquelles de phlébite qui entraînent, alors soit c'est le thrombus qui est colonisé, et le thrombus colonisé peut avoir à l'intérieur des shunts artério-veineux, soit ce sont des ruptures entre artères et veines qui entraînent des shunts. Ici, c'est une malformation veineuse étendue dans la loge postérieure de jambe. Le débit dans l'artère poplitée est augmenté. Vous voyez le flux diastolique permanent qui signe qu'il s'agit probablement d'une malformation artério-veineuse. Ici, on a des shunts artério-veineuses dans la malformation avec des vitesses extrêmement élevées que vous pouvez voir sur l'image du milieu. Et dans la grande saphène, on a un flux artérialisé. Eh bien, excusez-moi, je reviens. Eh bien, en réalité, c'était une malformation veineuse étendue. L'histoire clinique, les autres examens, l'IRM, etc., doivent permettre de différencier, mais aussi l'échographie. Quand vous avez une malformation veineuse étendue et que très localement, vous avez des shunts, a priori, c'est donc une malformation veineuse. Juste un mot, parce que vous verrez dans la littérature, on parle beaucoup du Klippel-Trenaunay, juste pour vous dire que le Klippel-Trenaunay, c'est une malformation veineuse, alors il peut y avoir extratronculaire, tronculaire, mixte, associée avec plus ou moins associée à une malformation capillaire, plus ou moins associée à une malformation lymphatique, et associée à cela, plus ou moins asymétrie de longueur ou de circonférence. Maintenant, je vous parle des malformations artério-veineuses à flux rapide. Alors, je vous détaille, c'est assez simpliste ce que je vais vous raconter, mais ça permet de bien différencier les deux, parce que la plupart du temps, sur l'imagerie que l'on reçoit, les patients sont étiquetés malformation artério-veineuse. Donc, c'est important de comprendre ce que c'est qu'une malformation artério-veineuse. La malformation artério-veineuse, c'est une ou plusieurs communications entre une artère et une veine, ou plusieurs artères, plusieurs veines. Quelle est la conséquence de cela? C'est que l'énergie contenue dans l'artère va aller directement dans la veine, puisqu'elle communique directement. C'est-à-dire que l'énergie dans l'artère, qui devait aller être dépensée dans le lit capillaire, va aller directement dans le système veineux. Ça vous rappelle peut-être le système électrique, le court-circuit électrique. Quand il y a un court-circuit, eh bien, alors c'est différent, il faut que je vous explique ça autrement. Donc, c'est pour la suite. Donc, en fait, quand il y a un court-circuit, vous avez une augmentation de l'énergie dans le système électrique en amont du circuit et donc une augmentation de l'énergie dans le court-circuit avec une menace d'incendie et surtout une menace pour le générateur. Le générateur risque de tomber en panne. Eh bien, dans le système électrique, c'est pour ça qu'on a je cherche le nom, des fusibles. En fait, le fusible, c'est pour ne pas casser le générateur. Malheureusement, chez l'homme, on n'a pas de fusible. Le générateur, c'est le cœur. C'est pour ça que dans certaines malformations artério-veineuses à très haut débit, on risque une insuffisance cardiaque. Donc, excès d'énergie dans le système artériel en amont des shunts. Cela veut dire que l'artère va se dilater et va s'allonger, qu'il va y avoir tout un mélange. La même chose pour les veines. Ici, un shunt unique. Vous voyez l'effet que cela produit sur les artères en amont et les veines en aval de ce shunt.
un shunt multiple. Voilà, on a donc, alors je crois qu'il y a une flèche. Oui, alors vous voyez là, il y a les shunts, les communications entre artères et veines qui sont là, et l'ensemble constitue le nidus. Vous voyez cette espèce d'amas. Nous, ce qui nous intéresse quand on traite une malformation artério-veineuse, c'est de traiter les shunts. Voilà ce que ça donne en imagerie. En échographie couleur, voilà, on a toute une zone, tout un amas de vaisseaux. On ne peut pas distinguer artère-veine dans ces conditions-là. Et surtout, au niveau des shunts, en général, il y a des vitesses élevées. Et c'est la plupart du temps comme ça, mais aussi, il y a des vitesses élevées au niveau des plicatures. Les plicatures des vaisseaux entraînent une accélération. Donc, on est incapable de différencier les deux. Voilà, c'est l'illustration, hein. D'un côté, on a un shunt, de l'autre, une plicature, ou inversement, je ne sais pas. Regardez sur l'angioscanner, on a au niveau du gros orteil et aussi sans doute la partie distale de M1, du méta, eh bien, on ne sait pas où sont les shunts. Eh bien, avec l'écho et en utilisant des manœuvres de compression, vous voyez qu'au niveau du trait noir sur P1 du gros orteil, eh bien, on a repéré les shunts qui sont responsables de l'ensemble de ce qu'on voit. Voilà, donc l'exploration, l'imagerie sans compression ne nous donne pas assez d'informations. La méthode des compressions, c'est celle-ci. Dans une artère musculaire, vous avez un flux TD diastolique en fait, qui est nul en général, au repos, hein, là où il y a la flèche rouge. En revanche, quand vous êtes sur une fistule, quand il y a une fistule artério-veineuse ou une malformation artério-veineuse, vous avez un flux diastolique permanent. Alors qu'en amont, en aval, pardon, du shunt, de la malformation, vous avez un flux qui est normal. Donc, on va se servir de ça en comprimant. Si je comprime le shunt, je normalise mon flux dans l'artère en amont. Si je comprime en amont du shunt, je normalise aussi mon flux dans l'artère. Si je comprime en aval du shunt, le flux dans l'artère afférente n'est pas modifié. C'est donc ce principe que l'on va utiliser pour localiser les shunts. Ça, c'est juste une parenthèse si j'ai le temps. Je ne vois pas. Il reste combien de temps? 0. Alors, on passe. C'est juste des détails qui expliquent les récidives après chirurgie. Donc, exemple de repérage de nidus, je vous en ai parlé, l'orteil. Ici, c'est une jeune femme qui a une MAV qui débite à 500 ml/min, mais le problème surtout, et qui est la complication la plus fréquente en dehors de l'insuffisance cardiaque dans les grosses MAV, c'est le trouble trophique lié à l'hyperpression veineuse cutanée provoquée par les shunts. Et donc là, en comprimant en repérant les shunts et en comprimant ces zones de shunt, on va savoir quels sont les shunts qui sont responsables de l'hyperpression veineuse cutanée au niveau du trouble trophique. Du coup, on va traiter les shunts qui vont réduire cette pression. Et là, vous voyez que dans le cours fléchisseur des orteils, ça tombe bien, il est profond, c'est compliqué. Eh bien, on n'y a pas touché et on a réussi à supprimer le trouble trophique. Ici, un homme de 49 ans, 1 litre par minute quand même dans le membre lié à cette fistule. Vous voyez l'image clinique. On a l'impression que le nidus est énorme, enfin qu'il y a des shunts partout. En fait, non. Ils sont juste au niveau du marquage en noir et vous voyez la photo de l'écho. Donc, quelles sont les limites de l'exploration? C'est quand le nidus est incompressible, soit parce qu'il y a l'os, soit parce que la malformation artério-veineuse est trop étendue. Les douleurs, ça c'est une limite relative. Et quand les artères afférentes sont non accessibles au Doppler, par exemple pour la face ou la maxillaire interne, c'est un petit peu compliqué. Et puis la présence de produits d'embolisation, l'onyx est opaque aux US, donc c'est compliqué. Voilà cette méthodologie qu'on utilise et qui nous permet de fluidifier en fait les informations par rapport à la prise en charge du patient avec les équipes de Lariboisière et de Necker qui ont en charge ces malformations vasculaires. Je vous remercie.
Merci bien. Moi, j'ai l'impression que c'est très technique et qu'il faut avoir une grande expertise pour utiliser ça et être capable de faire une cartographie comme vous le faites, non? Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est pas tous les gens qui font du Doppler, sont pas. Oui, en fait, il faut avoir oui, une grosse expérience des différentes pathologies. Oui, oui. Mais nous, c'est toute une culture, enfin, qui a commencé avec Claude Franceschi. Et je suis issue de ce groupe-là. Et Franceschi qui a vraiment décrit l'hémodynamique vasculaire, qui a collaboré aussi avec Lariboisière à l'époque où il y allait. Et en fait, c'est la suite. Et la suite, ça va continuer aussi avec d'autres jeunes. C'est bien. Et j'ai une question sur l'IRM. Parce que l'IRM, ça, c'est une technique qui est moderne et qui n'existait pas autrefois. Et comment est-ce que ça se positionne par rapport à ça? Et est-ce qu'il est possible, avec l'IRM, d'avoir des renseignements qui sont assez proches? Parce qu'on imagine j'imagine qu'on peut avoir une imagerie 3D et que c'est plus facile de s'imaginer, de voir ce que ça représente dans l'espace, Oui, que oui, de oui, bien voir où sont sûr. les collets, etc. Dans les Comment est-ce que ça se passe? Oui, dans les malformations veineuses, on utilise l'IRM pour localiser précisément. Après, l'échographie, quand c'est accessible à l'échographie, on est très performant sur la visualisation des nerfs, voir s'ils sont infiltrés, etc. L'IRM, bon, ça donne l'extension. Alors, le fait aussi, vous avez vu, je donne des photos aussi quand je fais l'examen, même le premier examen, pour montrer aux patients et à l'équipe l'extension de la malformation, parce que l'IRM, on n'a pas toujours la visualisation, enfin, et ce que ça va représenter comme taille de malformation. Mais évidemment qu'on a l'IRM et l'angioscanner pour les malformations artério-veineuses, bien sûr. J'ai encore une question pratique. Étant donné que j'ai compris qu'il y avait des veines qu'il fallait pas retirer, des veines qu'on pouvait retirer, que les gens, ils expriment, donc c'est des varices qui sortent. Voilà. Et donc, ça peut, à partir, en dessous de quel âge est-ce qu'il faut se poser cette question-là et faire un examen de ce type pour chercher En fait, le message qu'on fait passer pour ceux qui explorent les varices, c'est de regarder le calibre des veines profondes. D'être très, très attentif au calibre des veines profondes. C'est ça ce qui est déterminant. Et il peut y arriver que vous ayez simplement une agénésie de la veine poplitée sous-articulaire, et avec donc des veines superficielles suppléantes. Après, par chance, évidemment, il peut y avoir des suppléances profondes, sans atteinte du réseau superficiel. Vous voyez ? Oui, mais alors, je repose ma question. Oui, pardon, j'ai mal compris. Non, mais c'était pas clair. Est-ce que ça, c'est susceptible, ce genre de malformation, est susceptible de le découvrir chez une dame de 70 ans qui se présente avec des varices? Non. Donc, en dessous de quel âge est-ce qu'on doit se méfier? Des varices chez un sujet jeune, il faut se méfier. Les jeunes, c'est quoi? C'est ça peut être c'est dès la naissance. C'est un jeune qui a la bonne Parce qu'à question. naissance, je crois que tout le monde est d'accord pour Oui, dire pour oui, les jeunes. pour l'âge. Je dirais en dessous de 20 ans, des varices, c'est pas normal. Après, par chance, elles peuvent être non suppléantes. Dans ces cas-là, ça se passe bien si on les enlève. Mais disons, des varices, on va dire, pour fixer une limite, moins de 25 ans, sans avoir eu d'enfant, pour les femmes, on s'interroge. On doit être très attentif. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. Bon, on a un temps après pour discuter.